Bon, très bien, bienvenue au Collège de France. Quelques mots d'introduction avant de commencer le cours proprement dit. C'est un cours dont le sujet est un peu un contrepoint par rapport au sujet du cours de l'année dernière, où le titre était le même à un mot près, c'était quelques aspects de la théorie des systèmes dynamiques quasi-périodiques. Donc, d'une certaine façon, c'est une autre classe de systèmes dynamiques avec des propriétés, d'une certaine façon, un petit peu complémentaires qu'on va considérer. D'un point de vue pratique, je vais procéder comme l'année dernière, c'est-à-dire que les slides que j'utilise à chaque cours seront mis en ligne à mesure. La différence, ayant appris l'année dernière qu'effectivement, même au dernier moment, il y a encore toujours des petites erreurs qui subsistent dans les slides. Comme l'année dernière, je les mettais en ligne juste avant, là, je les mettrai en ligne juste après, c'est-à-dire dans l'après-midi. Je veux dire, mais ça me donne une chance de corriger encore quelques petites erreurs que je pourrais constater pendant le cours. Voilà. Alors, pour ce qui est du plan, il y a essentiellement 4 parties dans le cours. Les 3 premières sont en quelque sorte du matériel classique, et la dernière un peu moins, ou du moins sur la dernière partie, j'ai fait un choix, d'autres choix auraient été possibles, c'est une question plutôt de goût qu'autre chose. Donc la première partie, c'est, j'ai envie d'appeler théorie uniformément hyperbolique. Donc le mot par rapport tout va être hyperbolique, mais le mot important ici, c'est uniformément. Donc c'est essentiellement une théorie qui date des années 60, 1960. Donc je vais détailler peut-être dans les 2 premiers cours à peu près, enfin les 2 premières séances. Cette semaine et la semaine prochaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, que je ne vais pas chercher à définir pour le moment, je vais juste donner ce qu'on appelle le formalisme thermodynamique. Dans une 3e partie, je vais introduire des notions fondamentales, mais qui sont surtout utiles dans un cadre qui n'est plus le cadre uniformément hyperbolique. En tout cas, c'est exposant Lyapunov et entropie. 2 sortes, entropie métrique, entropie topologique. Et alors finalement, donc, tout ça, on peut considérer que c'est plus ou moins obligatoire, disons, si on fait un cours sur des systèmes dynamiques hyperboliques. Ensuite, j'ai envie de dire que ça branche en plusieurs thématiques différentes. Et donc j'ai choisi une thématique, j'ai choisi parce que je la connais mieux, parce que je l'aime bien, etc., qui va s'appeler dynamique non uniformément hyperbolique. Donc, des systèmes qui sont encore hyperboliques, mais d'une façon plus faible que ceux que je vais considérer dans le début du cours. Il y a d'autres thématiques proches, enfin pas proches, disons qui bifurquent un petit peu à cet endroit-là. Par exemple, la dynamique qu'on appelle partiellement hyperbolique, qui est importante également, mais une généralisation différente en quelque sorte de ce cadre-là. Il y a aussi, disons, toute une série de travaux sur ce qu'on appelle la dynamique C1 générique, c'est-à-dire qu'on se place dans la topologie C1 et on sait faire plus de choses et différemment aussi de ce qui se passe en régularité plus élevée. Donc j'ai choisi ce thème-là, mais ce n'est pas du tout le seul thème possible pour terminer le cours. Bon, alors, d'abord, dans la première partie du cours, je ne vais pas faire beaucoup de démonstrations. Il y aura un certain nombre de résultats et je n'ai pas le temps, si je veux aborder le reste, de faire toutes les démonstrations. J'en ferai une, je crois, essentiellement aujourd'hui, par exemple. Il y a une référence, un vieux papier, enfin un cours que j'avais donné il y a une vingtaine d'années, justement, sur ce cadre-là. Je veux dire, donc c'est une référence pour la première partie uniquement. Une référence, et donc je me permets de vous renvoyer à cette référence pour toutes les démonstrations que je ne ferai pas,
Hein, donc elle s'y trouve, les arguments sont classiques et enfin, je veux dire, pas très difficiles en général. Mais enfin, malgré tout, trop long pour que je puisse les faire tous au tableau. Alors, bon, donc je commence par les définitions les plus basiques hein, sur l'hyperbolicité. Donc la première, c'est automorphisme linéaire hyperbolique. Hein, donc on considère d'abord en dimension finie, mais on va ensuite passer sur un espace de Banach. Hein, on dira qu'un automorphisme linéaire en dimension finie est hyperbolique hein, si les valeurs propres sont de modules différents de 1, valeurs propres complexes bien entendu, sont de modules différents de 1. Alors, donc ça se généralise immédiatement en dimension infinie, hein, sur un espace de Banach en tout cas. Donc on regarde le spectre et il ne faut pas que le spectre rencontre le cercle unité. Bon, on en déduit, comme le spectre dépend continuellement d'un automorphisme avec la topologie de la norme, hein, que les automorphismes hyperboliques vont former une partie ouverte dans le groupe des automorphismes linéaires, une propriété ouverte, hein, et qu'on va pouvoir, donc d'après la théorie spectrale élémentaire, hein, on va pouvoir décomposer l'espace de Banach E pour un automorphisme hyperbolique hein, en deux sous-espaces fermés, hein, invariant par l'automorphisme T, hein, et tel que sur l'espace ES, alors le S c'est pour stable, hein, et le U va être pour instable, mais c'est en anglais, c'est pour ça que bon, c'est la notation traditionnelle, donc c'est unstable en anglais. Hein, donc ES, l'espace stable sur lequel donc, les itérés de T, bon, ES est invariant, comme je l'ai dit, les itérés de T vont contracter exponentiellement avec le temps, et sur l'espace EU, c'est les itérés négatifs de T qui vont contracter exponentiellement. Donc lambda est la constante taux exponentielle, hein, et c'est juste une constante pour prendre en compte les premiers itérés, puisque avec la norme qu'on a choisie, on n'a pas forcément directement que la norme de T est strictement plus petit que 1. Ceci étant, on peut, quitte à changer de norme, s'arranger pour ça. Mais ça implique d'abord un changement de norme. Voilà. Donc voilà pour le cas purement linéaire, hein, en dimension finie ou infinie. Alors, du cas purement linéaire, on peut déjà traiter les points fixes. Hein. Donc on dira que si on a... Alors je mettrai souvent, enfin pas avec un espace de Banach, souvent une variété, mais dans la partie initiale du cours, souvent un peu dans ce contexte-là. Donc on a une partie ouverte, alors ici c'est un espace de Banach, mais ensuite ce sera une variété. Hein, et puis une application de classe C1 de cet ouvert à valeur dans l'espace de Banach en question. Donc une application qui n'est pas forcément partout définie, c'est ça que je veux dire, mais enfin malgré tout définie sur un ouvert. Et donc on dira... que le point fixe x étoile de f est hyperbolique hein, si l'application tangente est elle-même hyperbolique. Donc on transfère la définition, en quelque sorte, le concept de l'application linéaire au point fixe lui-même. Et on a un premier résultat, donc, par exemple, dont la démonstration se trouve dans la référence que j'ai donnée, mais enfin, se trouve dans plusieurs endroits. Hein, un théorème dû à Hartmann et Grobman qui dit que la dynamique de l'application... Alors, je préfère lire ou expliquer. Donc, si on prend un automorphisme linéaire hyperbolique et qu'on prend une perturbation, alors perturbation lipschitzienne bornée, donc premièrement le delta f, l'application delta f est lipschitzienne, hein, et avec une petite constante de Lipschitz. Donc, il existe un epsilon tel que si la constante de Lipschitz est plus petite que epsilon, et puis je suppose en plus que l'application delta f est bordée, hein, alors on peut trouver il existe un unique homéomorphisme qui conjugue hein, T, l'application linéaire, à la perturbation T plus delta f. Hein. H donc est un homéomorphisme, et en plus H moins l'identité est bornée. Donc c'est un énoncé global. Ensuite, on s'intéresse surtout aux conséquences locales, hein, mais c'est un énoncé global assez pratique à utiliser pour ensuite en tirer des conséquences. On sera rarement exactement dans cette situation, mais on pourra en quelque sorte souvent se ramener à cette situation. Donc en particulier, justement, quand on a un point fixe hyperbolique, eh bien, la dynamique au voisinage, donc a priori l'application n'est même pas partout définie, hein, mais je peux fabriquer une extension
hein, sans perturber la dynamique locale. Donc je garde l'application telle qu'elle est au voisinage du point fixe, mais en dehors, je l'étends de façon à satisfaire les conséquences du théorème. Hein, eh bien, donc on obtient à partir de ce théorème que la dynamique est topologiquement conjuguée à celle de l'application tangente. Hein, donc les termes non linéaires, disons, ne comptent pas quand on regarde juste la dynamique du point de vue topologique. Bon, il y a dans cette direction un énoncé plus, enfin je veux dire, bon, à la fois avec des hypothèses plus fortes, mais aussi avec une conclusion beaucoup plus forte. Dans le théorème de Hartmann-Grothman, on avait une conjugaison topologique. Donc H est simplement un homéomorphisme. Si on veut essayer de regarder la dynamique d'un point de vue différenciable, alors on peut dans le cadre C infini. Enfin non, il y a aussi des énoncés dans le cadre analytique, donc je ne vais pas discuter du tout. Il se rapproche plus au cours de l'année dernière, d'une certaine façon, même si ici le point fixe est hyperbolique. Donc ici, donc, on a un espace de dimension vectorielle dimension finie, de nouveau F, enfin le même cadre, hein, une application, cette fois-ci de classe C infini, hein, et puis un point fixe hyperbolique. Eh bien, on suppose une... Alors, la définition est juste en dessous, hein, sur le même slide, elle va arriver. Donc, on fait une certaine hypothèse sur l'application tangente, qui est une relation entre les valeurs propres, hein, qui va apparaître tout de suite. Eh bien, la conclusion, donc, c'est que F est linéarisable, c'est-à-dire, enfin, on peut conjuguer par un difféomorphisme, donc, cette fois-ci de classe C infini, hein, plus simplement un homéomorphisme, on peut conjuguer F à sa partie linéaire, au voisinage, bien sûr, au voisinage du point fixe x étoile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition de non-résonance, hein, c'est qu'il n'y a pas de relation du type que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire une valeur propre, hein, comme produit de puissance des autres valeurs propres, y compris lambda i elle-même, hein, un produit non trivial. Évidemment, je ne permets pas ni la relation lambda i égale lambda j, j étant éventuellement égal à i, donc je n'interdis pas que la valeur propre soit de multiplicité plus grande que 1, hein, mais par contre j'interdis que lambda i soit par exemple lambda j carré ou quelque chose comme ça. Hein. Ou par exemple j'interdis que le produit de valeurs propres soit égal à 1, hein, ce qui par exemple dans une situation, si vous prenez bon, par exemple un exemple où c'est automatiquement, les conditions sont automatiquement violées, donc 1, ça serait le cas où j'ai un point fixe hyperbolique en dimension 2 pour une application qui préserve les aires. Hein, puisque si ça préserve les aires, le déterminant de l'application tangente va être égal à 1, ça veut dire que les valeurs propres sont lambda, lambda moins 1. Donc j'aurai des résonances, par exemple lambda égale lambda carré fois lambda moins 1. Hein, donc une relation de résonance. Donc c'est juste pour dire que si je suis dans un cadre très général, sans faire d'hypothèse de préserver les aires ou des choses comme ça, en général, ces relations de non-résonance seront vérifiées. Mais par contre, si je suis dans des situations spécifiques comme celle que je viens de dire, préserver les aires, symplectique, etc., à ce moment-là, en général, au contraire, on a souvent, enfin pas toujours, mais quelquefois des résonances automatiques. Donc voilà le théorème de Sternberg. Alors un autre, donc, si je voulais donner... Là, comme il n'est pas dans le... Je ne vais pas donner une démonstration, ça serait beaucoup trop long. Hein, je vais donner simplement le principe de la démonstration du théorème de Sternberg. Je regarde que je n'oublie pas de dire des choses, justement. Oui, c'est bien ça. Donc, il y a deux parties, ou trois, ça dépend comment... D'accord. Le premier cas, c'est la première partie que je ne vais pas faire. Enfin, je ne vais de toute façon faire aucune des deux, je vais juste donner le plan. Mais c'est se ramener donc, dans la démonstration. Hein, preuve, enfin, plan de preuve de Sternberg. Donc, la première partie, c'est se ramener au cas où l'application f, petit f, hein, c'est égal à l'application tangente. Donc je vais prendre x égale 0, ça bien sûr, ça ne coûte rien. Hein, en l'origine, f va s'écrire sous la forme t0f, l'application tangente, plus un terme plat. Plat, c'est-à-dire dont toutes les dérivées s'annulent jusqu'à l'ordre infini.
Alors c'est là qu'on utilise la non-résonance. En fait, on est dans la catégorie C infini, hein, c'est très important. Et donc, dans la catégorie C infini, ce qu'on fait, c'est en fait se débarrasser des termes. Si au départ, on n'était pas sous cette forme-là, hein, on va se débarrasser des termes des séries de Taylor successives par des changements qui sont au départ formels, sans se préoccuper, on se débarrasse des termes l'un après l'autre. Et comme on est dans la catégorie C infini, c'est très facile de passer de ce cadre formel. Alors, pour le faire de façon formelle, c'est là qu'on a vraiment besoin de la condition de non-résonance, sinon c'est simplement faux. Hein, et ensuite, une fois qu'on sait le faire de façon formelle, le faire avec des difféomorphismes de classe C infini, c'est pas plus dur parce qu'il suffit d'utiliser des fonctions plateau avec des supports de plus en plus petits ou des choses comme ça, hein, pour qu'en fait on n'ait aucun problème de composition et donc récupérer, après conjugaison, récupérer ce cas-là, hein, toujours en classe C infini. Donc, quand je dis plat, c'est infiniment plat. Hein. C'est-à-dire toutes les dérivées s'annulent ici jusqu'à l'ordre infini. Donc ça, c'est la première partie. Hein. Et la deuxième partie, donc il faut maintenant traiter ce cas-là. Hein. Il faut traiter ce cas-là, et je fais plus un dessin qu'autre chose, parce qu'ensuite, il y a quand même des estimés à faire. Hein. Donc on est, disons, dans ce cadre-là. Alors j'ai l'espace stable, l'espace instable. Alors je vais faire les deux dessins, un pour... Donc ici, je vais avoir A. Donc ici, c'est A qui va opérer. Hein. Ici, c'est F qui va opérer. A, excusez-moi, A, c'est l'application tangente. Juste plus court à écrire. Alors, je prends... Alors, j'ai un dessin forcément en dimension 2, puisque je suis au tableau. Hein. Il faut penser que la dimension est a priori plus grande. Mais je regarde le cône... Je sépare l'espace, hein, entre les vecteurs dont la composante EU est plus grande que la composante ES et le complémentaire. Donc ici, j'ai un cône. L'hypersurface qui les sépare est un cône. Je prends une métrique euclidienne de façon à ce que ceci soit lisse. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un cône libre. Bon, évidemment, en dimension 2, ça sera simplement donc une paire de droites comme ceci. Donc je vais dessiner juste dans le cadran. Alors maintenant, je prends l'image de cette séparation. Donc, alors, évidemment, la composante EU devient plus grande, la composante ES devient plus petite. Donc l'image va être quelque chose, je vais utiliser une autre couleur. Voilà l'image du cône. Donc, oups, un peu serré quand même, pardon. Et F, F c'est A plus un terme plat, donc au voisinage de l'origine, ça ressemble énormément. Je vais juste dessiner cette partie-là, je veux dire ensuite on complète. Hein. Donc F fait ceci. Alors maintenant, je veux faire une conjugaison entre les deux. Ça, je cherche à construire une conjugaison H. Alors, je ne sais pas si je l'ai écrit dans le bon sens. Malheureusement pas, c'est pas très grave. Bon, ça sera H-1, disons. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence, disons, par... Enfin, c'est une façon de procéder. Hein. J'envoie sur un petit voisinage ici de cette hypersurface, je vais simplement prendre l'identité. Oui, j'ai du mal à dessiner parce que c'est très fin. Hein, mais donc, ici, j'ai le même dessin ici et ici, puisque c'est juste le cône hein, qui sépare ES et EU. Par contre, l'image par A n'est pas exactement égale à l'image par F. Donc ensuite, j'ai commencé par définir H ici, c'est juste l'identité. Et ensuite, je vais progressivement compléter par l'équation de conjugaison. Hein. Donc, je l'écris dans l'autre sens. J'ai H-1 rond A rond H égale F.
Hein. Donc, en d'autres termes, je vais forcer l'équation. Donc je définis H comme étant Fn rond H rond A moins N, ceci pour tout N dans Z. Simplement, bon, d'abord, c'est une équation de conjugaison, donc ça conjugue A puissance N à F puissance N, et puis je l'écris comme ceci. L'idée étant que j'aurais déjà défini, c'est une équation sur H, mais je me sers pour construire H. Je définis d'abord H dans un certain domaine, et ensuite je me sers de cette équation pour compléter la définition de H en forçant cette relation. Hein. Donc je commence par l'utiliser juste avec n égale 1, pour le définir au voisinage ici. Donc j'avais ce petit secteur ici, je prends son image par A. Ici, je prends l'image correspondante par F. Et je prends cette relation pour n égale 1. Donc ici, je reviens par A et puis je reviens par F. Donc, enfin, en gros, donc vous avez maintenant une application d'ici à ici. Alors ensuite, il faut un peu soigneusement écrire des formules pour compléter entre les deux. Recoller. Donc j'ai déjà défini H-1 plutôt. H-1 ici et ici. Les images sont ici et ici. Alors tout ça, il faut bien se rappeler que F, c'est A plus plat. Donc c'est vraiment plat, ça veut dire que c'est vraiment très très petit. Et donc je recolle, je définis H ici, simplement de façon à ce que ça coïncide avec ce que j'ai déjà déterminé ici. Ça coïncide, et bien sûr, je fais un peu d'interpolation de façon à ce que les dérivés n'explosent pas. Enfin, je veux dire, typiquement, je fais un peu d'interpolation. Je ne vais pas écrire de formule précise. Bon, et puis, une fois qu'on a vraiment maintenant, on a défini F, H dans tout le secteur, le grand secteur maintenant ici, ça satisfait la relation avec n égale 1, puisque pour le moment, c'est la seule sur les bords. Et maintenant, j'étends H partout de façon en forçant cette relation pour tous les entiers. Alors ensuite, bien sûr, ce qu'il faut vérifier, alors ça définit certainement quelque chose qui est de classe C infinie dans le cadran ouvert, et il faut vérifier que les dérivés n'explosent pas, que je peux tout recoller, tout ça, pour que H soit vraiment de classe C infinie, y compris, et même H va être dans ce cas-là, ou H-1, c'est la même chose, va s'écrire plus identité plus infini plat. Mais bien sûr, pour ça, il faut faire des estimés pour vérifier que ça marche effectivement, enfin, que cette formule-là ne force pas les dérivés à exploser. Bien sûr, ça devient exponentiellement grand quand n grandit, ça aussi, bien sûr. Mais le point, c'est que pendant ce temps-là, le terme complémentaire, en quelque sorte, enfin, je veux dire, le H, tel que je l'ai choisi, il est infiniment plat à l'origine. H s'écrit plutôt l'identité plus infiniment plat, et le infiniment plat est en quelque sorte plus fort que les exponentiels qui sont là. Bon, ce n'est pas une démonstration, c'est juste comment s'y prendre, mais il y a des tas de vérifications à faire. Voilà, alors, continuons. Donc, ensuite, il y a un résultat fondamental que de nouveau je ne vais pas démontrer. La démonstration se trouve pour le coup dans la référence que j'ai donnée au départ. C'est ce qu'on appelle le théorème de la variété stable. Alors, je le donne d'abord dans un cadre assez général, qui de nouveau, un peu comme pour le théorème de Hartmann-Gropman, n'est pas celui qu'on va appliquer directement. Donc, on prend un automorphisme linéaire d'un espace de Banach, E. Alors, on se donne deux nombres, KS et KU, qui, pour le moment, sont simplement strictement positifs. Et donc, je réclame, là, je vais faire un dessin là-bas. Donc, je réclame que j'ai l'anneau dans le plan complexe, l'anneau entre KS et KU. Et je réclame donc que, du point de vue du spectre de l'automorphisme T que je considère, il y a une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Pas forcément si grande que ça, mais enfin, je veux dire en tout cas, mais rien dedans. J'interdis effectivement. Alors pour le moment,
j'ai rien dit sur la position de kappa S, kappa U par rapport à 1. Hein. Rappelez-vous que la définition d'un automorphisme hyperbolique, c'était un automorphisme qui ne rencontre pas, dont le spectre ne rencontre pas le cercle unité. S'il ne rencontre pas le cercle unité, certainement, il existe un voisinage, hein, si je mets le cercle unité à l'intérieur, hein, et si je prends kappa S, kappa U suffisamment voisins de 1, le spectre, effectivement, ne rencontrera pas. Hein. Mais ici, je n'ai pas fait l'hypothèse que 1 soit compris entre kappa S et kappa U. Cette hypothèse, bien sûr, va venir, mais pas tout de suite. Donc, alors, par théorie spectrale, enfin de la théorie spectrale, j'ai une décomposition de E, je vais essayer d'éviter de tomber, de E donc en deux sous-espaces ES et EU qui correspondent respectivement à la partie à l'intérieur du disque de rayon kappa S et la partie à l'extérieur du disque de rayon kappa U. Donc maintenant, je vais me donner en plus un nombre kappa, mais qui joue un rôle complètement auxiliaire, il va disparaître d'une certaine façon ensuite. Hein, mais je me donne ce nombre kappa et je considère une application F qui est une perturbation, alors un petit peu dans le goût qu'on avait pour Hartmann-Gropman, là je ne suppose pas que c'est borné, hein, une perturbation lipschitzienne, c'est-à-dire que F moins T, hein, si j'écris F égale T plus delta F, hein, eh bien delta F est lipschitzienne avec une petite constante de Lipschitz. Alors là, le epsilon est tout à fait explicite, hein, c'est donc le minimum entre kappa moins kappa S et kappa U moins kappa, puisque kappa est entre kappa S et kappa U. Donc, alors on définit ce qu'on aura envie d'appeler une variété stable, mais pour le moment je ne donne pas de nom. Hein, c'est l'ensemble des points, donc ici, hein, des points, donc, alors je regarde l'orbite positive. Hein, je regarde l'orbite positive et je demande que, alors, je sais pas, enfin, je demande cette condition. Suivant la valeur de kappa, ça veut dire des choses différentes, puisque kappa peut être plus petit que 1 ou plus grand que 1. Hein, on va tout de suite discuter ça. Hein, mais enfin, en tout cas, je demande que Fn de x ne soit pas trop grand, ceci uniformément en n. Hein, enfin, avec une borne qui dépend de n ici. Je veux dire, voilà. Donc, le théorème dit que cet ensemble, hein, qui est défini par cette formule, cette condition, hein, cet ensemble va être le graphe, hein, et le graphe d'une application G de ES dans EU, et qui plus est, cette application est contractante. Alors, elle passe par 0, puisque je suis intéressé par mon application F fixe, hein, 0, donc, donc, bien sûr, j'ai défini ici, le point 0 appartient trivialement à cet ensemble, hein, et donc en particulier, donc j'ai une graphe qui passe par l'origine, hein, l'origine étant fixée par F. Et puis, bon, qui plus est, un bonus gratuit, disons ici, c'est que la condition que cette suite soit bornée, ici, hein, implique automatiquement que cette suite tende vers 0, lorsque n tend vers plus infini. Bon, là, c'est un énoncé technique simplement pour couvrir un certain nombre de cas différents. Hein. En fait, il y a essentiellement donc, trois situations différentes, justement, suivant la position du cercle unité, hein, par rapport... Alors, je vais faire le dessin à côté pour ne pas surcharger. Oh, oui, j'ai pas de craie rouge. Hein, non, non. Donc, voilà toujours le même anneau. Hein. Donc, j'ai trois situations. Hein. Ah oui, excusez-moi, j'ai cette remarque, donc que ça ne dépend pas de kappa, une fois que... Alors, tant que les hypothèses sont satisfaites, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la constante de Lipschitz reste plus petite que ceci. Enfin, ça me permet de varier un petit peu kappa, et j'obtiens le même ensemble, en fait, indépendant de kappa. Donc, le taux de décroissance, enfin, limite de croissance des orbites, hein, est essentiellement quand même déterminé par kappa S, kappa U, et puis cette constante de Lipschitz. Alors, donc les différents cas. Donc, le premier cas, c'est le cas le plus classique, c'est le cas qu'on utilisera le plus souvent. Hein, c'est quand kappa S et kappa U ont été choisis de part et d'autre de 1, et donc le cercle unité est à l'intérieur de l'anneau ici. Hein. Mais enfin, malgré tout, les autres cas, alors surtout celui-là, hein, est important. Donc, le cas de la variété stable forte, hein, c'est le cas où donc kappa U est inférieur ou égal à 1. Donc, cette fois-ci, le cercle unité est là.
Donc voilà le cercle unité, cette fois-ci, dans le deuxième cas. Donc cette fois-ci, la condition que j'avais, c'est que kappa puissance moins n, que fn de x croissait moins vite, enfin, ou pas plus vite, que kappa puissance n. Hein, comme kappa est plus petit que kappa u, hein, kappa puissance n, ça décroît rapidement vers 0. Hein, donc je suis en train de demander que non seulement les orbites tendent vers 0, dans la variété, hein, mais qu'en plus elles tendent rapidement à un certain taux qui est donné par kappa u, hein, vers 0. Voilà, donc ça s'appelle à ce moment-là variété stable forte. Et puis au contraire, hein, si je mets, alors là c'est moins, enfin, je veux dire, si je mets le cercle unité à l'intérieur, hein, donc c'est 3 positions possibles du cercle unité par rapport à l'énoncé. Hein, si je mets le cercle unité à l'intérieur, on appellera ça variété centrale stable. Oui, c'est le suivant. Pourquoi C'est-à-dire que maintenant, dans la définition, dans la propriété qui définit la variété stable, telle que, enfin, le WS kappa plutôt qui était avant, ce que je demande, c'est que WS kappa ne croît pas plus vite que kappa puissance n. Le kappa, maintenant, il est plus grand que 1, au contraire. Donc kappa puissance n tend exponentiellement vers l'infini, mais je ne veux pas que ça croisse plus vite que quelque chose. Hein. Donc je n'exclus pas du tout que les orbites tendent vers l'infini, maintenant, dans l'ensemble WS kappa, mais ça ne doit pas tendre vers l'infini trop vite. Donc clairement, d'une certaine façon, le dernier cas est moins significatif parce que ça réclame vraiment que les choses soient globalement définies de la façon dont je l'ai énoncé, alors que d'une certaine façon, on voit que les autres propriétés, dans les autres cas où de toute façon la suite kappa puissance n tend vers 0, c'est essentiellement une dynamique au voisinage de 0 que je suis en train d'analyser. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est que là, je suis parti, je me suis placé en régularité minimale, si vous voulez, hein, puisque j'avais simplement quelque chose qui était lipschitzien, une perturbation lipschitzienne d'une application linéaire. En général, bien sûr, enfin, on sera plus régulier que ça, en classe CR. Et donc, si je prends F, qui est un difféomorphisme de classe CR, donc R peut être à la fois une régularité finie, un nombre réel que je prendrai toujours au moins égal à 1, hein, puisqu'il faut quand même que ça soit lipschitzien. Et puis par ailleurs, évidemment, le cas C infini ou le cas analytique. Hein. Dans tous les cas, eh bien, la variété stable, l'ensemble stable, c'est le graphe d'une application qui a la même régularité, de classe CR. Bon, en plus, bien sûr, si vous n'avez pas perturbé à l'origine, enfin, bien sûr, enfin, si vous n'avez pas perturbé, enfin, je veux dire, excusez-moi, c'est plutôt si l'application de perturbation a une dérivée nulle à l'origine, eh bien, dans ce cas-là, l'ensemble stable, hein, WS kappa, il est tangent à l'origine à l'espace ES. Bon, alors finalement, j'ai parlé de variété stable. Hein. Il y a une variété instable, bien sûr, aussi. C'est simplement parce que si f était proche au sens de Lipschitz de t, eh bien, je peux considérer son inverse. Elle sera aussi proche de l'inverse de t au sens Lipschitz, et donc je peux renverser le temps et conclure. Donc j'aurai à ce moment-là des variétés instables, instables fortes ou instables, centrales instables, suivant les cas, pour F. Donc ça analyse simplement les temps négatifs. Bon, alors j'arrive à la définition peut-être fondamentale, en tout cas dans la théorie uniformément hyperbolique, en tout cas une des définitions fondamentales, que je vais donner en 2 temps. Hein. Bon, d'abord, une situation, je vais considérer, à partir des automorphismes linéaires hyperboliques qu'on a vus, hein, je vais considérer la même situation, mais fibrée. Donc, je me donne un compact, un espace métrique compact, donc un homéomorphisme F de cet espace, hein, et donc un fibré vectoriel, E, au-dessus de K, un fibré banachique, hein, et donc un automorphisme de E au-dessus de K. En d'autres termes, je ne l'ai pas mis sur le... J'ai la situation comme ceci. Donc ici, j'ai la dynamique en bas, et ici, une dynamique en haut. Donc F est une application qui est linéaire dans chaque fibre. C'est un automorphisme de la fibre au-dessus de x dans la fibre au-dessus de f de x, petit f de x, évidemment. Bon, donc on veut définir
qu'est-ce que c'est que cet automorphisme? Quand est-ce qu'on veut dire que grand F est hyperbolique, hein? Alors, je devrais dire, proprement dit, hyperbolique au sens fibré. Je veux dire, je ne parle pas du tout de la dynamique dans la base, je ne fais aucune hypothèse sur petit f, et bon, ça va marcher avec n'importe quel petit f. Donc, il y a plusieurs propriétés équivalentes. Donc, une propriété, la dernière, qui va être plus concrète, en quelque sorte, et les deux premières qui se rapprochent, permettent de se raccrocher au cas considéré précédemment des automorphismes d'un espace de Banach. Donc, je peux d'abord considérer, donc vous voyez, si vous avez une section sigma, hein, du fibré, donc une application de petit k de grand K dans grand E qui est un inverse enfin à droite, à gauche, enfin bon, une section de P, hein, eh bien, vous pouvez en déduire une autre section en composant par f-1 en bas et puis en appliquant grand F en haut. Ça reste une section puisque justement grand F est au-dessus de petit f. Alors, bien sûr, c'est une formule linéaire parce que grand F est linéaire. Hein. Donc c'est un automorphisme linéaire de l'espace des sections. Alors, de l'espace des sections, pour le moment, dans la première partie, je considère les sections continues. Donc si j'ai une section continue, la formule grand F rond sigma rond f-1 me donne une autre section continue qui dépend linéairement de sigma. Eh bien, donc, l'espace des sections, je peux prendre la norme sup des sections continues, pardon. Je peux prendre la norme sup sur cet espace de section, hein, et donc j'obtiens un espace de Banach, et donc je suis dans le cadre où j'ai défini les automorphismes hyperboliques des espaces de Banach, et je demande donc que cet automorphisme soit hyperbolique. Ça, c'est la première propriété. Alors, une deuxième propriété qui est pratiquement la même, hein, qui est de considérer la même transformation sur l'espace des sections, mais je prends plus de sections. Je prends les sections bornées, hein, bornées puisque j'ai considéré que j'avais au départ un fibré banachique. Donc j'avais une famille de normes dépendant continuellement du point. Hein, et donc ça a un sens de dire que j'ai pris une section bornée, mais par contre sans hypothèse de continuité sur la section. Hein, alors, de la même façon, si la sigma est bornée, bah, son image f rond sigma rond f-1 est aussi bornée. Et de nouveau, toujours avec la norme sup, puisque j'ai des sections bornées, hein, je vais donc demander, dans la deuxième propriété, que cet automorphisme sur l'espace des sections bornées soit hyperbolique. Et puis finalement, donc, c'était deux façons qui sont équivalentes d'après la proposition, hein, mais c'est deux façons de se raccrocher à la définition générale sur les espaces de Banach, puis une autre qui est celle qu'on utilise tous les jours, si j'ose dire, hein, qui est celle-là. Donc, c'est que je puisse décomposer le fibré E en deux sous-fibrés, ES et EU, donc pour stable et instable, bien sûr. Donc, ces deux fibrés doivent être fermés. Alors, pour le moment, j'ai un fibré banachique, donc je suis en dimension infinie, c'est pour ça que je prends ces précautions. Hein, j'ai des sous-espaces d'un espace de Banach dans les fibres. Donc, des sous-fibrés fermés qui sont invariants, ça c'est la partie importante, et puis donc qui ont les mêmes propriétés qu'on a vues au niveau linéaire usuel, hein, mais la différence c'est que maintenant je suis au-dessus de quelque chose. Donc l'application grand Fn que vous voyez, elle envoie la fibre en X sur une fibre au point Fn de X. Ce n'est pas le même espace. Hein. Mais enfin, malgré tout, j'ai des normes sur tous les espaces, donc ça a un sens de regarder la norme de Fn restreinte à ES, hein, et je demande que cette norme devienne exponentiellement petite, la constante lambda est plus petite que 1, et de même que sur EU, qui est aussi invariant, hein, en temps négatif, hein, les normes deviennent exponentiellement petites. Voilà, donc voilà la définition, enfin, c'est-à-dire qui complète la proposition, c'est que d'une part, ces propositions sont équivalentes, et d'autre part, hein, je dirais que f est hyperbolique quand ces propriétés sont vérifiées. Alors, j'insiste, donc c'est la troisième partie, qui est la troisième propriété, qui est vraiment la propriété importante qu'on utilise sans arrêt. Alors, oui, pardon. Oui, c'est un complément. Simplement, ça ne vous surprendra pas, hein, puisque quand je regarde par exemple 1, ça peut être aussi bien 2, hein, si je regarde la première propriété versus la troisième, hein, quand je dis que l'espace des sections continues est hyperbolique, ça veut dire que l'automorphisme au niveau de l'espace des sections continues est hyperbolique. Ça veut dire que je peux décomposer l'espace des sections continues, hein, en deux sous-espaces fermés invariants par l'application sigma donne f sigma f-1.
Alors, ces deux sous-espaces, en termes de la troisième propriété, c'est bien sûr l'espace des sections à valeur dans ES et l'espace des sections à valeur dans EU. Voilà, c'est juste pour faire la jonction entre les différentes propriétés un peu mieux. Bon, donc maintenant, ayant défini l'hyperbolicité pour les automorphismes de fibrés, au-dessus de n'importe quel homomorphisme d'un espace compact, je peux maintenant donner la définition elle-même dans le cadre qui m'intéresse. Donc le cadre, alors de nouveau, j'aurais pu prendre directement une diffeomorphisme, mais malgré tout, il y a un certain nombre de situations naturelles où les objets qu'on regarde ne sont pas partout définis. Donc je me suis placé dans un cadre qui permet de traiter ce cas-là sans difficulté. Donc c'est le cadre où on a une variété, pas forcément compacte, une partie ouverte de cette variété, U, et une application de classe C1, donc un plongement. Par contre, j'insiste sur le fait que ça soit injectif, enfin, je veux dire, sans point critique. Donc un plongement de classe C1, petit f. Donc je vais être très souvent dans ce cadre-là, enfin, pour un certain temps, je veux dire, pour une heure, enfin 2-3 heures peut-être. Donc maintenant, quand j'ai K, une partie compacte de U, donc je suppose qu'elle est invariante par petit f, eh bien je vais dire que K est hyperbolique. Donc j'applique la définition précédente à l'application fibrée, qui est l'application tangente au-dessus de K. Donc le fibré E, c'est la restriction du fibré tangent à la variété au compact K. Et l'application grand F qui était là-bas, c'est simplement l'application tangente qui, donc, évidemment, préserve ce fibré vectoriel, puisque grand K est invariant. Et donc, si cette application est hyperbolique, je dirais que grand K lui-même est hyperbolique. Et donc, ça veut dire, d'après la troisième partie de la proposition, enfin, la troisième propriété dans la proposition précédente, que vous avez une décomposition du fibré tangent au-dessus de K, en deux sous-fibrés que vous appellerez stable et instable, ES et EU. Invariant, ES étant contracté et EU contracté par F-1, par l'application tangente inverse. Voilà, alors, c'est une définition. Maintenant, quand on veut pratiquement vérifier qu'un compact est hyperbolique, on veut appliquer la proposition, et donc il faut vérifier, alors c'est en général pas de passer par les sections continues ou les sections bornées qui est pratique, c'est de passer par la troisième propriété. Donc on va avoir un critère qui permet de vérifier dans de très nombreuses situations qu'une application, un automorphisme fibré, grand F, comme le précédent, en particulier dans le cas d'une application tangente, enfin, je veux dire, plus généralement dans le cas d'un automorphisme d'un fibré au-dessus d'un espace compact, vérifier l'hyperbolicité. Donc on est dans le même cadre que précédemment, un espace métrique compact, un homomorphisme, un fibré vectoriel banachique et un automorphisme de E au-dessus de K. Donc on cherche des critères, un critère pour que grand F soit hyperbolique. Alors, il est assez long à écrire, mais il est très simple à utiliser. Il faut simplement le dire. Alors, je vais peut-être d'ailleurs me laisser de la place pour faire des dessins, parce qu'autrement je ne vais pas y arriver. Alors, on suppose qu'en tout point du compact K, on a une décomposition de la fibre, E1 X, en deux sous-espaces, décomposition en somme directe, que j'appelle E1X et E2X. Alors, je vais faire des dessins. Donc, voilà le point X. Enfin, je veux dire, voilà la fibre en point, c'est plutôt le 0 au point X. Je crois que je veux mettre, je ne sais plus si je veux mettre un horizontal ou vertical pour mon dessin, pour ne pas me perdre. Ça, c'est E2. Donc voilà E2X. E1X. Donc j'ai ceci en tout point X. Alors je vais faire le dessin simplement en X et en F de X. Donc là, j'aurai E2 de F de X.
Hein, ça se passe dans des fibres différentes, a priori. Enfin, bon, bien sûr, il est possible que x soit un point fixe, mais enfin, je suis plutôt dans le cadre. Je suis en train d'y penser dans le cas de fibres différentes. Alors, donc, première chose, hein, je ne suppose pas, enfin, c'est marqué, que cette décomposition est continue. Je ne fais aucune hypothèse concernant la dépendance en x. Je ne fais non plus aucune hypothèse d'invariance. Je ne demande pas, enfin, si, je vais faire une hypothèse d'invariance, mais pas des espaces. Hein, ça portera sur les cônes. Donc, je ne demande pas, j'ai bien sûr une application TF entre les deux, enfin, grand F dans ce cadre-là. Donc, c'est grand F en x, qui envoie la fibre en x, dans la fibre en f de x, petit f de x. Hein, donc, je ne suppose pas que cette application envoie... Donc, je m'excuse, je suis sûr que j'ai... Oui, non. Alors, donc, qu'est-ce que je suppose? Je ne suppose pas, excusez-moi, que cet espace est envoyé dans celui-là, ou je ne suppose pas que cet espace est envoyé dans celui-là. Par contre, donc, je vais supposer quoi? Je vais supposer qu'il existe des normes. Donc, les normes, j'ai commencé à les indiquer. Alors, je mets en fait des normes. D'une part, je mets des normes sur E1x et E2x, donc c'est des normes dépendantes de x, et donc deux normes, une sur chaque espace. Hein, et je vais me servir sur l'espace total, qui est la somme directe, hein, je vous rappelle, sur la fibre, hein, de la norme sup des deux. Okay. Alors, je demande une première chose, hein, c'est qu'il y ait un contrôle uniforme. Je dirais cette norme sup, qui dépend de x a priori, elle est contrôlée par la norme initiale que je me suis donnée sur mon Fibrebanachit. J'avais une norme qui est ici, celle-là, là, hein, qui est la norme d'un vecteur v ici, hein, mais je demande que en fait, ça soit à des constantes près, des constantes cette fois-ci qui sont uniformes, ça c'est important, hein, le c ici, que donc ces normes sont équivalentes. Donc je commence par faire un changement de norme pour que les choses soient plus faciles. Si vous voulez voir ça, disons, comme première approche, vous pouvez penser en fait que cette norme-là, c'est simplement la même. Je veux dire, la constante c ne va pas jouer un rôle important. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, donc, ce que j'introduis, et c'est pour ça que ça s'appelle le critère des champs de cônes, hein, j'introduis les cônes. Alors, on les a déjà vus brièvement, d'une certaine façon, dans l'esquisse, dans le plan de preuve que j'ai donné pour le théorème de Sternberg. Hein, ici, donc les cônes, il y a des cônes et des cônes duaux. Hein, les cônes C lambda, c'est ceux où c'est la composante suivant E2 qui domine, et les cônes C étoile, c'est la composante, c'est les vecteurs pour lesquels la composante suivant E1 domine. Hein. Alors, c'est paramétré par un paramètre lambda positif. Alors, je vais dessiner un cas qui est celui, enfin, le lambda va être dans un instant plus petit que 1. Hein, et donc, je vais dessiner le cas qui m'intéresse. Donc, bon, je vais un petit peu exagérer. Donc, voilà ce qui serait le C lambda de x, avec un lambda un peu plus petit que 1. Donc, je demande que la composante E2 soit assez nettement plus grande que la composante E1. Alors, je peux... donc, voilà C lambda. Peut-être le mettre ici. Alors, j'ai ici le cône complémentaire. Hein, le cône complémentaire qui est ici. Hein, si j'inverse les inégalités, vous voyez que ceci, c'est le cône C lambda moins 1 étoile. Alors, je vais dessiner l'autre, qui est... Alors, je vais les dessiner des deux côtés, d'ailleurs. Voilà les mêmes. Et puis, je vais aussi dessiner C lambda étoile, donc il est plutôt comme ça. Ça, c'est C lambda étoile. Et puis le complémentaire, qui serait là. Ça serait C lambda moins 1 de x. Donc j'ai deux valeurs de lambda, un petit cône C lambda et un plus grand cône C lambda moins 1. Ça, c'est parce que j'ai pris lambda. Pour le dessin, j'ai pris lambda plus petit que 1. Et puis j'ai la même chose là-bas. Je ne vais pas remettre les noms. Oups.
Alors, pour le moment, je n'ai encore pas donné de propriété de grand F. Donc, évidemment, pour le moment, il ne s'est rien passé. Donc, mais j'ai introduit des objets qui vont me servir pour ces propriétés. Donc, la proposition, donc le critère, dit la chose suivante. Donc, s'il existe un lambda plus petit que 1, donc c'est le cas du dessin, le cas du dessin est une constante mu qui va être un taux de dilatation qu'on va voir dans les propriétés. Alors, et un entier m, je suggère que vous preniez m, enfin, dans votre tête m égale 1, parce que ça ne change strictement rien. C'est juste pour avoir un énoncé légèrement plus général que je prends n plus grand que 1. Et fréquemment, c'est plus pratique à utiliser sous cette forme. Mais enfin, pensez m égale 1. D'accord ? Donc, tel que pour chaque x dans K, donc c'est le dessin de toute façon que j'ai fait au tableau, parce que je suis passé de x à f de x. En général, ce sera pour fm de x. Alors, d'abord, je demande qu'effectivement, je demande que ces champs de cône soient invariants. Alors, vous voyez, la propriété que je demande, c'est que par l'application grand F, alors oui, c'est ça, par l'application grand F x qui est ici, j'envoie le grand cône qui est ici, c'est lambda moins 1 de x, dans le petit cône là-bas. Donc le cône se resserre. Et puis, alors inversement, bien sûr, en passant au complémentaire, ça veut dire que le grand cône, qui est le complémentaire de celui-là, il est envoyé dans le petit cône qui est ici, qui était le complémentaire du grand cône. Donc, c'est juste pour dire que la condition est symétrique entre f et f-1. Cette condition sur f, c'est la même chose que cette condition sur f-1, et donc quitte à simplement remplacer les cônes par les cônes du haut, E1 par E2, etc., c'est strictement la même condition. Bon, donc ça, c'est la première partie. Puis les deux, ensuite, il y a une partie, là, c'est essentiellement pour prendre garde à la dimension infinie, parce que, le plus souvent, on sera en dimension finie, bien sûr, mais ici, je suis dans le cadre des automorphismes de fibrés banachiques. Donc, il faut faire un petit peu attention au genre de sous-espace que vous avez. Donc, oubliez cette propriété d'une certaine façon dans un premier temps. Elle n'est pas, en tout cas, dans le cas de la dimension finie, elle est triviale. Maintenant, par contre, là, ce n'est pas du tout trivial. Je demande que les vecteurs V qui se trouvent dans le cône autour de E2, le cône que j'ai considéré avant, ces vecteurs V soient dilatés. Donc, au bout d'un certain temps, on obtient un vecteur, après y voir itérer, donc m, mais prenez m égale 1, si vous préférez. Donc, j'applique juste une fois les choses. Je vais avoir un vecteur qui se trouve dans le plus petit cône, ça j'ai déjà écrit, dans le plus petit cône, et donc on pourra itérer. Je veux dire, comme le petit cône est contenu dans le grand cône, on pourra itérer ça. Mais je demande que ce vecteur soit dilaté par cette constante mu strictement plus grande que 1. Et puis, je demande la propriété duale, c'est-à-dire que quand je prends au contraire un vecteur plutôt vertical, enfin plutôt aligné suivant, c'est E1 ici. Quand je considère un vecteur qui est plutôt aligné suivant E1 et que j'itère négativement cette fois-ci, eh bien je suis dilaté par la constante mu. Donc là, au contraire, je veux dire, on parle de dilatation plutôt que de contraction. Bon, c'est juste une question de changer le temps correctement. Alors donc la conclusion, c'est que tout ceci est vérifié. Grand F, l'automorphisme des fibrés banachiques, est effectivement hyperbolique. Et puis donc, encore une fois, je n'avais pas supposé, je l'ai dit oralement et c'est écrit juste après, je ne suppose pas que ces espaces sont invariants. Donc je n'avais pas supposé que grand F envoyait cet espace sur celui-là. Mais par contre, on va obtenir des espaces invariants puisque en fait, la direction instable va être d'une certaine façon proche c'est exagéré, mais proche de E2. Elle appartient au cône C lambda. Et de la même façon, la direction stable, elle est plutôt comme E1 d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est dans le cône dual C lambda étoile. Voilà, donc ça j'avais déjà dit. OK. Alors, c'est long à énoncer comme critère, mais il y a un certain nombre de conditions à vérifier, mais c'est extrêmement pratique pour vérifier concrètement qu'un compact invariant est hyperbolique. Donc, il faut prendre le temps de comprendre ce qu'il veut dire. OK, alors, je vais tout de suite donner une application. Une application, c'est la suivante. Si je
considère une variété M. Alors c'est le même cadre que précédemment quand j'ai défini ce que c'était qu'un compact invariant hyperbolique. Si donc j'ai une variété M, une application F définie sur un ouvert U et qui est un plongement dans M, une partie K qui est invariante, eh bien, si K, je suppose que K est hyperbolique, eh bien automatiquement, en quelque sorte, on peut trouver, je vais pas essayer, un voisinage compact W de U. Alors chaque fois que j'ai un ensemble compact, je peux toujours fabriquer l'ensemble invariant qui est maximal dans cette partie compacte. Je fais simplement l'intersection. Je vais sans arrêt être en train de faire ceci. Je prends cette intersection, par définition, par construction, c'est invariant. Et donc je considère cet espace, cet ensemble invariant. Il est compact parce que j'ai pris W compact. Donc il contient K, bien sûr, puisque K est contenu dans W, et K est lui-même invariant. Donc c'est quelque chose qui, a priori, contient K et pourrait être plus gros que K. Eh bien, si j'ai pris W suffisamment petit comme voisinage de K, ça sera automatiquement hyperbolique. Donc la démonstration que je fais oralement sans vraiment l'écrire, je veux dire à partir du critère de Shonkohn. Donc j'ai déjà ma décomposition de l'espace du fibré tangent au-dessus de K. J'ai une décomposition ES plus EU au-dessus de K. Celle-là est vraiment invariante, et puis celle-là a bien sûr toutes les propriétés du critère de Shonkohn. C'est même plus, je veux dire, elle est invariante. La direction EU, ça sera bien sûr E2, E2 dans le critère, sera dilaté, peut-être pas en une itération, mais en plus d'itérations. La même chose pour ES. Donc toutes les propriétés sont vérifiées. Ce que je fais maintenant, j'étends cette décomposition à W. Pour le moment, la décomposition est donnée sur K, et je l'étends à W, et la beauté du critère de Shonkohn, je n'ai aucun souci à me poser du point de vue ni de l'invariance, ni de la continuité. Donc, pour chaque point de W c'est un petit voisinage de K, donc je prends n'importe quel point de K qui est proche du point que je me suis donné. Je prends aussi une petite carte locale, telle que la variété soit juste un ouvert de Rn localement, et je transporte simplement la décomposition que j'avais au point de K, je la décompose, je la transfère au point W. Je fais ça de façon pas continue, je veux dire, je ne prends aucune précaution de continuité, le critère de Shonkohn n'en a pas besoin. Donc, je fais ça, je n'ai pas non plus, bien sûr, j'ai pas non plus invariance, puisque j'ai changé de point, mais par contre, toutes les propriétés que j'ai mises dans le critère de Shonkohn, quitte à diminuer légèrement, augmenter légèrement lambda tout en restant plus petit que 1, et diminuer mu, mais tout en restant plus grand que 1, avec le même entier m, elles vont continuer à être vérifiées. Tout est ouvert du point de vue des perturbations, et comme j'ai pris W suffisamment proche de K, c'est vraiment des petites perturbations que je fais. Et donc, ce Shonkohn, qui est vraiment le plus bête que vous puissiez imaginer, va vérifier toutes les hypothèses que vous voulez. Alors, je les définis partout sur W parce que je ne sais pas à quoi ressemble cet ensemble qui est là. Donc, je l'appelle L, juste pour les besoins de la cause. Donc, je veux appliquer le critère du Shonkohn à cet ensemble L et à la restriction de petit f à L. Donc, c'est l'espace compact, l'homéomorphisme. Mais comme je ne connais pas L, j'ai défini le Shonkohn partout, je veux dire les E1, E2 partout dans W, je veux dire, puisque L est contenu dans W, comme ça je suis sûr que c'est défini sur L, et toutes les propriétés étant vérifiées, donc je conclus que L est hyperbolique. Donc c'est une propriété quand même assez forte, je veux dire que automatiquement l'ensemble L est hyperbolique. Alors, elle est assez forte, sauf que évidemment, je n'ai jamais dit que cet ensemble était strictement plus grand que K. Et de fait, le plus souvent, il sera égal à K, et donc le corollaire ne me dira rien de nouveau dans ce cas-là. En fait, on a une définition qui est importante dans toute la théorie uniformément hyperbolique, c'est une certaine classe d'ensemble compact invariant. On dira qu'un ensemble compact invariant est donc localement maximal si justement, en fait, je ne peux pas faire croître K, tout en le gardant compact et invariant, en prenant un petit voisinage. Je veux dire, il existe un voisinage compact, tel que c'est ce compact maximal invariant et continue à être égal à K. Donc c'est le cas où,
en quelque sorte, le corollaire ne me dit rien que je ne savais déjà. Hein. Ceci étant, ce n'est pas toujours vrai qu'un compact invariant est localement maximal. Et donc, à ce propos, je ne vais pas essayer d'expliquer comment on fait la construction, mais Sylvain Crovisier a construit dans ce cadre-là un ensemble donc compact hyperbolique, c'est un diffeomorphisme du tore de dimension 4 en l'occurrence, tel que, vous voyez, ce que je pourrais faire, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est je pars d'un compact que je vais appeler K0, enfin K, d'accord, j'applique une première fois le corollaire. Alors, bon, si K était déjà localement maximal, j'ai rien de nouveau. Mais supposons que K n'était pas localement maximal. Donc, si K n'était pas localement maximal, j'applique le corollaire une première fois avec un W0 qui est un voisinage ici, et ça va me donner un nouveau. Alors, cette fois-ci, il est vraiment plus grand, si K0 n'est pas localement maximal. Donc, K1 qui est toujours contenu dans W0, qui est l'ensemble localement maximal dans K1. Alors maintenant, peut-être que K1 est localement maximal, est hyperbolique, bon, je suis content à ce moment-là, ou peut-être que pas. Donc s'il n'est pas localement maximal, je peux recommencer, choisir un voisinage compact W1 de K1, et je conclurai, si W1 est suffisamment petit, je conclurai que K1 est contenu dans un espace toujours compact, toujours hyperbolique, K2. Puis je continue comme ceci. Donc, il se peut que j'arrive à un certain moment à un Kn qui soit localement maximal. Et à ce moment-là, je serai content, j'aurai montré un résultat qui est faux, que grand K est toujours contenu dans un espace, dans un compact qui est non seulement invariant, hyperbolique, mais qui est aussi localement maximal. Donc, plutôt que d'étudier K, je serais tenté d'étudier K indice grand N. Donc ça, c'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas toujours possible. C'est pas, je veux dire, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas toujours. C'est donc, c'est bien ce que dit le résultat de Crovisier, c'est que de temps en temps, le processus ne s'arrête pas. Je ne peux pas le. Et donc, je vais obtenir une suite infinie comme ça. Chacun des compacts est invariant, hyperbolique, mais jamais localement maximal, donc toujours faire croître encore un petit peu, et l'union ne sera, enfin, l'union de ces compacts soit ne sera pas compacte, soit ne sera pas, je veux dire, une des propriétés ne va pas marcher. Voilà. Bon, donc le corollaire permet de faire grossir des compacts qui ne seraient pas localement maximales, mais c'est un processus qui peut ne pas stopper. Voilà. Alors, non, c'est le moment de m'arrêter. Donc, dans la deuxième heure, je vais faire un certain nombre d'exemples, puisque pour le moment, j'ai juste donné des définitions. Donc, il est temps quand même de voir des exemples. Et donc, le premier type d'exemple, ça sera les diffeomorphismes d'Anosov. Mais avant ça, je vais faire une pause de 5 minutes.